La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Vous écoutez un Reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un Reflet d'ici par mois, un récapitulatif des nouvelles du mois. Voici les principaux titres pour cette semaine. La nouvelle mouture de la carte électorale. Donc, la perte d'une voix politique régionale à l'échelle fédérale. Deuxièmement, la perte de démocratie pour les gens de l'Est du Québec. Lancement du 5e album de Jean-Luc Bugeaud. Ben écoute, c'était plus dans mes pensées de sortir des albums au fur et à mesure, malgré que le fait de travailler le dernier que j'avais fait, j'ai quand même sorti 3 extraits avant de faire l'album. Programmation du festival Les Perséides. C'est un bouleversant documentaire d'animation, comme je vous dis, qui a été écrit par le cinéaste et même dessiné. Micheline Langto, invitée d'honneur du festival Les Perséides. En 1967. Alors, je n'étais pas venu depuis ce temps-là, alors j'essaie de retrouver mes repères, ça a tellement changé. Les 100 ans de la naissance de René Lévesque. Ça se distinguait de ce qui se faisait à l'époque en termes d'information politique et économique internationale. Donc, un grand communicateur. La revue d'actualité du mois. Bonne émission. Madame Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, a fait une courte déclaration concernant la nouvelle mouture de la carte électorale proposée par le directeur général des élections du Canada. Voici son intervention faite en ligne ce mardi 2 août 2022, suivie d'une période de questions. Bon, ben écoutez, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous ce matin. Moi, ce que je veux vous dire là, brièvement avant vos questions, c'est que pour moi, la refonte du découpage de la carte électorale qui a été proposée vendredi dernier par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, qui mène à l'abolition d'une circonscription dans l'Est du Québec, n'est rien de moins qu'une aberration, et ce, à plusieurs titres. Premièrement, la perte d'un comté, donc la perte d'une voix politique régionale à l'échelle fédérale. Deuxièmement, la perte de démocratie pour les gens de l'Est du Québec. Et troisièmement, je peux vous dire que la nouvelle circonscription sera grande comme la Belgique, et on a fait le calcul parce que c'est pas tout le monde qui voyage en Europe et qui est allé en Belgique. Puis dans le calcul qu'on a fait à mon bureau, on dit 62 fois la superficie de l'île de Montréal. Donc, avec ce qui a été annoncé, j'entends mobiliser la société civile de notre belle région, puis notre grande région, pour qu'elle participe pleinement aux consultations publiques qui doivent se tenir en septembre prochain à Gaspé, Matane et Rimouski. Puis pour moi, en toute logique, le statu quo s'impose. Maintenant, je suis disponible pour prendre vos questions. Madame Leboutillier, il y a 10 ans, tous les élus de l'Est du Québec, là, tout parti confondu, avaient formé, on va mettre ça entre guillemets, comme une espèce de coalition pour que ça ne se fasse pas. Si les autres élus de l'Est du Québec, que ce soit bloquistes ou quelques partis que ce soit, vous tendent la main là, pour qu'on travaille ensemble pour tenter de faire que ça ne passe pas, d'enlever un comté, est-ce que vous êtes ouverte à ça? Effectivement, puis je vous dis ce matin, là, moi, là, c'est pas une question de parti politique, c'est vraiment une question, là, comme je le disais, là, de perte de voix politique régionale à l'échelle fédérale. Donc, moi, je vais travailler avec tous les collègues. J'ai déjà commencé à avoir des contacts. Hier soir, je parlais au maire, à Jonathan Lapierre, au maire des Îles-de-la-Madeleine. Donc, comme je le disais, là, pour qu'il y ait des représentations qui se fassent. Puis puis en 2010, moi, en 2012, je pense, j'avais participé, oui, c'est ça. En 2012, j'avais participé parce que j'étais à la conférence régionale des élus à cette époque. On avait eu des discussions à l'interne à la CRE et ce qui avait été demandé par les préfets de l'époque, qui avait été soumis, puis qui avait été accepté, c'était que la Haute-Gaspésie fasse partie du comté de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et Avignon
fasse partie de Matane, Matapédia. Puis ça avait été accepté à l'époque. Mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne quand on parle de perdre des comtés, la Gaspésie, dans son entièreté, là, je parle là, de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. Je peux vous dire qu'en 93, le comté, il a déjà goûté. Je pense qu'on a fait notre part parce qu'on avait, en 93, il y avait un comté qui s'appelait Bonaventure, les îles de la Madeleine. Et ce comté-là a été effacé pour être inclus dans Gaspésie, les îles et Matane, Matapédia. Donc, je pense que l'Est du Québec, on a largement fait notre part en 93. C'est une question de suivi, Michel. Déjà, les élus commencent à se mobiliser. Là, moi, je pourrais dire ça. C'est que là, il va y avoir beaucoup de monde qui vont s'associer, en fait, que ce soit les élus au niveau des MRC, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des politiciens. Tout le monde va se mobiliser finalement pour empêcher que qu'on se fasse enlever un comté. Et ça, j'imagine que ça pourrait avoir un poids politique important, comme il y a eu il y a 10 ans, auprès de la commission. Ben, écoutez, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde se mobilise, c'est qu'on soit conscient des impacts énormes que ça risquerait d'avoir dans le comté si la commission ne modifie pas là, le redécoupage là, qu'elle veut faire de la carte électorale. Fait qu'on comprendra, là, comme je disais, d'avoir un comté qui deviendrait là, 62 fois aussi grand là, que l'île de Montréal, 62 fois. Quand on regarde comment on peut faire aussi pour bien représenter le milieu, parce que quand on regarde la Gaspésie avec les îles de la Madeleine, en Gaspésie, la population demeure le long du littoral. Donc, de Matane là, jusqu'à Pointe à la Croix, là, pour moi, là, c'est comme inimaginable qu'on soit en mesure de bien représenter une région, d'être en contact avec tous les gens. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est inadmissible. Là. Mario Cyr? Oui, bonjour, Madame Le Boutillier, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui. Concernant, c'est sûr, ça va provoquer des réactions. Puis nous, en Gaspésie, je pense qu'on comprend là, l'importance de la représentativité, mais si on y va mathématiquement, il y a des gens en ville qui vont dire oui, mais là, ça va vouloir dire qu'un vote en Gaspésie est plus pesant qu'un vote pour les grands centres. Là. Pour eux, c'est mathématique. Là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, moi, je peux vous dire que pour moi, là, il n'y a rien de mathématique là-dedans. Là. Un vote, c'est un vote. C'est pas là c'est pas ce qui vient changer là, toute la dynamique là, au niveau du Parlement canadien. Mais comme je le disais, là, l'importance aussi, puis ça va être qui doit être amené. Puis je parle, mes collègues en sont conscients aussi. C'est quand on parle de voix politique, quand on parle de réalité, la réalité là, qui sont vécues par les gens des régions. Donc, c'est important d'avoir une voix autant pour parler des réalités vécues dans les régions. Parce que, comme je disais, on a fait notre part en 93. On revient avec ça en 2022. Ça fait qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut, à un moment donné, là, si on se projette là, dans l'avenir, qu'on dise, ben écoutez, la Gaspésie et les îles, ça va être de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. On veut plus que les régions aient de voix autour de la table autour de la table du Parlement avec tous les collègues ensemble. Donc, c'est sûr que moi, j'aime battre. Puis j'ai cet intérêt-là à travailler pour tous les gens qui vont avoir à cœur le développement des régions. Mario, est-ce que tu avais une question de suivi? Oui, Michel l'a parlé, il va y avoir une mobilisation. Vous évaluez à combien à peu près les chances de succès, là, selon vous, pour garder la circonscription?
Ben écoutez, il y a une chose dont je suis certaine, c'est s'il n'y a pas de mobilisation, si les gens ne se présentent pas, si les gens ne vont pas, écoutez, je peux vous dire que je trouve ça aussi là, assez particulier là, de la part de la commission de présenter ça en plein été. Là. On est en plein milieu là, du congé de la construction au Québec. Puis de présenter ça, puis d'avoir un mois là, pour dire mobilisez-vous là, quand on sait qu'il y a des gens là, qui sont en vacances. Il y a certains élus qui sont en vacances. Il y a des élections qui se font au niveau provincial. Donc, pour moi, c'est comme si un peu la commission mettait tout en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait le moins de représentation possible. Mais je pense qu'au niveau des Gaspésiens puis des Madelinots, on va être là pour se battre farouchement là, pour défendre nos régions et nos comtés pour les garder puis avoir ces voix-là. Puis, on a fait cette mobilisation-là, comme je disais, en 2022, j'étais présente à l'époque à la CRE. J'ai été présente lorsqu'il y a eu des représentations en 2012. Puis, on va continuer là, de défendre notre coin de pays. Florence, à toi la parole. Oui, Madame Leboutier, vous avez mentionné avoir parlé hier au maire Jonathan Lapierre, qui est bien sûr président de la communauté maritime, donc de la MRC des îles. De quoi a-t-il été question dans ces discussions? Bien, ça a vraiment été là, au niveau du redécoupage de la carte électorale. Puis, ce que le maire des îles me disait aussi, c'est son inquiétude dans un comté qui deviendrait, si ça ne change pas, c'est comment faire en sorte de bien représenter l'ensemble des citoyens. Et sa crainte, c'était que on soit moins présent au niveau des réalités qui sont vécues par les Madelinots. Puis, je dois vous dire que effectivement, je suis en accord avec lui. Question de suivi, Florence, ou ça va aller? Oui, bien sûr. Donc, imaginons que la commission ne recule pas sur sa décision et qu'on doive donc procéder au découpage électoral. Quelle est la suite du processus de votre côté? Ben écoutez, moi là, je veux demeurer optimiste sur les représentations qui se font. On voit la mobilisation qu'il y a actuellement, puis ce qu'on a fait aussi, qu'on a réussi à faire en 2012. Donc, je pense que c'est important là, de se concentrer sur ce qui se passe maintenant pour faire en sorte que, justement, on n'ait pas à vivre avec un redécoupage de la carte électorale, là, avec un comté qui va, comme je le disais, qui deviendrait là, aussi grand que la Belgique ou 62 fois l'île de Montréal. Donc, je demeure confiante pour la suite des choses. Mais on va travailler tout le monde en se serrant les coudes. Puis, peu importe, là, comme on disait, c'est pas une question d'allégeance politique, c'est vraiment une question de démocratie pour les gens de l'Est du Québec, de faire partie intégrante du Canada. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes? J'ai vu Guillaume, tu voulais poser une question ou ça va? Marc ou Dominique, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Oui, OK. Par rapport aux consultations, on dit, Mme Leboutier, que c'est important justement que les gens se mobilisent. Aux îles de la Madeleine, il n'y a pas de plateforme prévue pour les consultations. Non, ce qui a été décidé là, c'était de venir, ils vont être à Rimouski, ils vont être à Gaspé, puis c'est quand même des longs territoires à couvrir là, pour les gens. Ça montre aussi là, à quel point il y a une méconnaissance des territoires. Mais il n'y a pas de consultations qui sont prévues au niveau des îles de la Madeleine. Et je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas au courant s'il y a des consultations, si elles se font toutes en présentiel ou peut-être qu'il y aurait une partie là, de consultations en virtuel, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Là, on peut faire la vérification. OK. Question de suivi. Brièvement, qu'est-ce qui peut motiver la commission à proposer un redécoupage comme celui-là?
Tantôt, j'entendais, il parlait de représentativité, à savoir que ceux qui habitent dans les grands centres vont peut-être questionner le fait. C'est quoi qui motive cette... Bien, écoutez, ce qui a été décidé au niveau du Parlement, c'était de protéger les 78 comtés au niveau du Québec sur la représentativité là, de l'ensemble des sièges à travers le Canada. Donc, moi, ce que je vois, ils n'ont fait qu'un calcul mathématique. Mais le calcul mathématique a un impact important. Quand on regarde au niveau des villes, 4 coins de rue, il y a un bureau de circonscription là, pour 4 coins de rue. Là. J'ai des collègues ministres à Montréal qui me disent, Diane, nous, on fait notre comté à vélo. On comprendra là, que pour la Gaspésie, les îles, déjà dans le découpage actuel, on peut pas faire ça. En vélo. Donc, c'est des territoires immenses, puis des territoires où on n'a pas nécessairement, c'est pas nécessairement habité dans les terres, c'est le long du littoral. Nous, c'est le littoral qui est occupé. Donc, on parle de 8 heures de route. Ça fait que si je rajoute les 100 kilomètres des îles de la Madeleine, c'est énormément de kilométrage. Avec des réalités aussi qui sont différentes sur l'ensemble du territoire. Donc, ça aussi, là, il faut en tenir compte. Donc, pour moi, c'est vraiment une méconnaissance du milieu. Ils ont fait un calcul mathématique, puis ils ont divisé là, par 75, puis ils ont dit, 78 pour se dire, voici ce qu'on a besoin. Là. OK. Merci. Marc, est-ce que tu avais une question? Oui, dans le fond, je voulais juste savoir concrètement, Madame Le Bouthier, ça va être quoi votre première étape pour justement aller de l'avant? On parlait de mobilisation, tout ça, mais concrètement, c'est quoi que vous allez faire pour démarrer justement ce processus d'essayer d'arrêter ça? Bien, concrètement, je peux vous dire que déjà moi, au niveau du Parti libéral du Canada, j'ai déjà la section Québec. J'ai déjà, en fin de semaine, fait des représentations. Comme je disais, hier soir, j'ai parlé au maire des îles. On va parler, là, je vais parler aux différents préfets. Eux vont se mobiliser. Moi, de mon côté aussi, on va être... de mon équipe à la rencontre du 6 septembre là, pour parler des réalités du milieu. Donc, pour moi, c'est clair que c'est le milieu politique, autant municipal, table des préfets, les gens vont être en mesure de pouvoir faire leur représentation, puis on va s'assurer que tout le monde ait la bonne information. Puis comme je vous disais, là, je regarde avec les dates, le 6 septembre, on a reçu la nouvelle hier, on est au début du mois d'août, ça donne pas grand temps non plus avec une période de vacances. Peut-être même regarder là auprès de la commission là, de peut-être prolonger là, s'il y a des difficultés avec les préfets et les maires, est-ce qu'il y aurait des possibilités ou des ouvertures là, pour modifier là, ou prolonger les dates de consultation. Puis comme je disais, ça va être en pleine campagne électorale au niveau provincial, au niveau du Québec. Donc, je pense que pour moi, là, ça crée des problèmes là, actuellement. Puis, c'est antidémocratique, là, ce qui se passe actuellement. Une question de suivi, Marc? C'est beau pour moi, c'est complet, merci. C'est bon. Alors, pour ce sujet, ça me semble complet. Thierry, j'avais peut-être juste une précision à demander à Mme Le Bouthier. Oui, vas-y. Vous avez parlé rapidement tantôt du caucus québécois. Vos collègues du Parti libéral là, du Québec en pensent quoi de ça? Est-ce que vous avez eu la chance de discuter avec eux là-dessus? Moi, j'ai pas eu la chance de discuter là avec eux depuis que j'ai appris là, la nouvelle samedi. Mais vous allez certainement que moi, je vais entrer en contact avec eux, puis je vais avoir aussi des rencontres avec le caucus rural sur l'ensemble du Canada, parce que je fais partie du caucus rural et pour nous, la représentation
de la ruralité sur le développement du Canada, là, c'est important. Puis je veux pas embarquer dans un conflit urbain-rural parce que je pense que j'ai toujours été de cet avis-là. Les deux, un a besoin de l'autre pour bien fonctionner. Donc, nous sommes complémentaires, mais je vais avoir des discussions aussi avec la présidente du caucus rural qui est dans Pontiac, Sophie Châtel, pour sensibiliser mes collègues. Puis, vous allez avoir aussi l'occasion, parce que vous parlez du caucus rural, du caucus du Québec, bien justement, il va y avoir tous les députés du Québec vont être le 30, il arrive le 30, le 31 août et le 1er septembre, ils quittent le 2. Ils vont être à Percé et à Gaspé. Il va y avoir des conférences de presse. Ça fait que vous allez aussi avoir largement, vous allez pouvoir largement leur poser des questions. J'espère qu'ils vont faire le voyage en voiture. Ça va peut-être leur montrer certaines affaires. Ben écoutez, oui, je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui font le voyage en voiture. Puis honnêtement, quand on regarde ce qui se passe au niveau aérien, là, avec les difficultés, là, il y a peut-être plus de chances d'arriver en voiture que d'arriver en avion, là, malgré que les compagnies d'aviation là, font quand même là, des gros efforts. Là. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. François Cormier nous dévoile la programmation du 14e festival Les Perséides et nous en dit un peu plus sur les choix des courts et longs métrages qui seront proposés du 16 au 21 août. Disons la 14e édition du Festival des Perséides qui démarre là, donc le 16 août, mardi prochain, donc dans 2 semaines, et qui va se dérouler le tambour battant jusqu'au 21 août. Donc on a 70 films qu'on a sélectionnés cette année, là, dont 25 longs métrages et des moyens métrages et courts métrages aussi, parce que le mandat du festival est aussi de mettre en lumière le jeune cinéma d'auteur qui passe souvent par la réalisation d'un premier court métrage, deuxième court-métrage, mais on a aussi des réalisateurs confirmés. Donc, c'est une programmation qu'on a voulu très diversifiée, qui touche à tous les aspects du 7e art, là, dans sa diversité culturelle, j'oserais dire, et un état du monde aussi. C'est un festival international, donc on est un peu partout sur la planète là pendant 7 jours à découvrir des auteurs parce que le cinéma d'auteur, c'est un cinéma personnel, c'est une vision personnelle d'un réalisateur qui, lui, nous exprime, dans le fond, sa sensibilité. Donc là, déjà, on va ouvrir le 16 août à 19h avec le long métrage d'animation Flea, qui est un film du Danemark et une coproduction avec la France aussi. Et Flea veut dire fuir en français. Et c'est un bouleversant documentaire d'animation, comme je l'ai dit, qui a été écrit par le cinéaste et même dessiné sur tout l'enjeu en fait de l'exil et des flux de migration de gens en Europe donc on suit en fait dans le fond un jeune Afghan qui s'en va vers le Danemark, son pays d'accueil, et c'est absolument touchant de voir tout le récit en fait à travers cette expérience-là que nous des fois on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux et on ne sait pas comment ça peut se passer. Et je trouve que l'animation dans ce cas-là nous donne un autre regard, une autre sensibilité, une autre perception, je dirais, de cet enjeu humanitaire. Et il a fait ce film-là pour sensibiliser les autorités politiques du Danemark qui voulaient resserrer les frontières d'une certaine manière face à l'immigration. Donc, c'est un film qui a été nominé aux Oscars 3 fois cette année, qui a gagné le Grand Prix du Festival de Sundance aux États-Unis, qui est un des plus prestigieux au monde, qui a été sélectionné au Festival de Cannes. Donc, c'est un film qui a vraiment tourné dans la planète des festivals. Et c'est une chance unique, c'est une version originale qu'on présente sous-titrée en français. Et donc, on est très heureux d'avoir en première en Gaspésie. Je pense que ça va toucher beaucoup les gens. C'est un film qui demande d'être... on doit être attentif et ça nous permet d'être à l'écoute d'un phénomène social très actuel et politique.
Et peut-être avant d'aller plus loin dans la programmation, comment techniquement, je sais que c'est beaucoup de travail de se faire une recherche comme ça, mais tomber sur des perles comme ça et d'avoir la possibilité en plus de les projeter, est-ce que c'est quoi l'énergie que ça demande d'arriver à pelleter autant? J'imagine que tu dois en passer, tu as dû en voir des choses pour arriver à sélectionner celui-ci particulièrement. Oui, ben écoutez, c'est un travail de longue haleine de plusieurs mois. Je suis pas tout seul, on est un comité de programmation d'à peu près 5 personnes qui voient des films dans différents festivals aussi. On reçoit des films des distributeurs, des réalisateurs. Donc je veux dire, ce qu'on présente cette année là, 70 films, c'est à peu près, on a vu à peu près 680 films là, cette année en termes de présélection. Donc, ça vous donne une idée du long travail. Et le métier de programmateur de film, c'est un métier très particulier. Et d'ailleurs, il va y avoir une classe de maître sur ce métier de programmateur de film parce qu'on a invité Rémi Fréchette, qui est un jeune programmateur prolifique québécois qui travaille au Festival Fantasia à Montréal depuis plusieurs années, qui est un festival très populaire à Montréal, un des qui a le plus d'affluence, entre autres, là, public. Et lui, il s'occupe d'une section qui s'appelle les Fantastiques Week-ends du cinéma québécois. Et ça, c'est un succès là depuis des années. Il va venir présenter une programmation spéciale de cette section du Festival Fantasia. Puis on va avoir une classe de maître avec lui sur tout le travail de programmateur, parce que lui, il est aussi réalisateur, mais là, il s'est vraiment investi dans ce travail-là. Puis je pense que ça peut donner l'idée à des jeunes ici de la région qui s'intéressent à l'art, au cinéma, parce qu'on se fait souvent poser la question, comment vous faites pour trouver ces films-là? Comment ça fonctionne pour organiser une programmation de festival? Donc lui, on va échanger sur cette composition qu'on doit faire par rapport à un film. Nous, on présente des longs métrages, on va mettre un court métrage avant qui a des liens souvent d'affiliation, de sensibilité. Donc, ça permet aux gens de découvrir encore plus de cinéma d'auteur. Et donc, c'est ça. Là. On est arrivé à la fin, mais c'est très déchirant hein, être programmateur de films parce qu'on a des plages horaires qui sont remplies à un moment donné, puis on laisse tomber souvent des œuvres très fortes. Mais maintenant qu'on a une salle de cinéma des Perséides à Percé, c'est le bonheur, c'est qu'il y a certains films qu'on peut pas présenter dans le festival, mais qu'on va présenter en septembre là, parce qu'on trouvait qu'ils étaient vraiment de qualité aussi, puis que on va permettre là aux cinéphiles là, de la Gaspésie de les découvrir jusqu'à la fin septembre. Bon, ben, je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. De toute façon, tu vas pas nous énoncer toute la programmation. Puis on invite les gens de toute façon à aller voir votre site internet perseid.ca pour justement avoir accès à tout. J'ai même été voir, il y a des extraits. Enfin, c'est vraiment bien documenté. Peut-être, est-ce que tu voudrais nous donner un autre coup de cœur que tu as eu? Peut-être on va aller dans une catégorie moins internationale, mais dans le cinéma québécois, j'ai vu que vous aviez aussi beaucoup dans votre programme de cinéma québécois. Est-ce que quelque chose que tu voudrais nous partager, peut-être particulièrement? Ben écoute, on a eu un coup de cœur, tous les programmateurs, pour un documentaire des îles de la Madeleine qui a été réalisé là, par le cinéaste canadien James Gray et qui a rencontré en fait 3 pêcheurs dans la quarantaine qui se sont rassemblés ensemble pour construire un bateau en bois de manière traditionnelle, un bateau de pêche. Et c'était une tradition il y a 60-70 ans que les pêcheurs des îles de la Madeleine construisaient eux-mêmes leurs bateaux. Et ces bateaux-là s'appelaient le cul pointu, et c'est le titre du film, en fait, qui nous est proposé. Et c'est une première en Gaspésie. Le film a été présenté aux îles de la Madeleine. Ça a eu un très grand succès. Et c'est vraiment, là, je pense, j'invite tous les gens à venir voir ce film, les Gaspésiens, là, en particulier, qui font de la pêche, et même ceux qui s'y intéressent de près ou de loin. Ils partagent un rêve avec nous parce qu'ils ont pris le temps. Ils se sont donné du temps pour construire ce bateau et comment ils ont découvert à travers la tradition de construction de bateaux des choses incroyables ils ont amené ailleurs d'une certaine manière dans leur métier là, de la pêche. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Là. Bon, super. En tout cas, on invite les gens à aller voir le programme sur le site Internet. Oui. Juste peut-être pour des démarches un petit peu plus au niveau donc, les gens ont accès maintenant à la programmation. Ils sont intéressés à vouloir aller voir, en particulier, est-ce qu'on peut peut-être déjà faire des réservations en ligne ou par téléphone?
Oui, donc la billetterie en ligne va ouvrir mardi le 9 août à partir de 11h sur perseid.ca. Donc, ça va être possible là, d'acheter directement en cliquant sur une fiche de film, d'acheter des billets en ligne. Et en personne à Percé, c'est du 9 août au 21 août. Tous les jours de 10h à 21h30 au comptoir de billetterie. On a un espace bar et lounge là à côté de la salle de cinéma et c'est là qu'on va pouvoir acheter aussi nos billets en personne. Info Festival, c'est 418-782-4379. Donc, s'il y a des demandes d'information, vous pouvez nous écrire aussi à info@perseid.ca. Mais toute la programmation est en ligne depuis hier, le 3 août. Et donc, les gens peuvent déjà commencer à regarder les fiches de films, les bandes annonces et se faire une idée là, du programme qu'ils voudraient voir à Percé là, du 16 au 21 août prochain. En tout cas, on vous souhaite un bon festival et puis une bonne programmation, une bonne projection en tout cas avec tous ces beaux films. Merci beaucoup, Marc. Et on invite toute la population à venir nous voir pour la fête du cinéma à Percé et en Gaspésie. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Jean-Luc Boujol, auteur, compositeur et interprète, nous parle du lancement de son 5e album « L'avenir t'appartient », qui comprend 6 chansons originales avec une variété d'instrumentations et des textes qui racontent chacun une histoire. Écoutons-le. Faut parfois braver la tempête, mettre tous les efforts pour arriver à bon port. Faut parfois entrer dans la danse, faut parfois aussi faire sa chance, trouver le bon accord comme on le ferait sur une guitare. Alors vas-y fonce, l'avenir t'appartient. Prends ta destinée en main. Bon alors bonjour Jean-Luc, comment vas-tu? Ben super bien, merci Marc. Pourquoi? Ben, très bien, merci. Ben, on se parle ce matin parce que justement tu as lancé il n'y a pas longtemps ton nouvel album L'avenir t'appartient. On s'est parlé il y a déjà quelques temps, justement, quand tu sortais déjà un peu des singles, puis tu étais en préparation de tout ça. Je me demandais, c'est un aboutissement, mais de combien de temps de travail? Peux-tu nous parler un petit peu de la mise en place de cet album? Oui, ben en fait, le dernier album que j'avais sorti était quand même pas très loin, en mars 2020. Donc, la pandémie a fait un peu son travail, je pense, en n'ayant plus de contrat nulle part, plus de place à jouer. Donc, on était à la maison, puis l'écriture s'est mis à aller un petit peu plus. On a plus de pensées dans ce temps-là. Quand on fait rien, ben on a plus de temps à mettre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a produit ce 5e album, L'avenir t'appartient, qui est à mon goût, à moi, qui est un des bons albums. Mais en fait, on dit toujours ça. Mais on espère toujours essayer de faire la meilleure chose. Est-ce que tu as un coup de cœur dans cet album en particulier, à un moment donné, que ce soit une tune en particulier ou peut-être un moment dans ton enregistrement ou dans ce travail-là? Ben, en fait, je te dirais que L'avenir t'appartient est peut-être un coup de cœur, mais les autres chansons sont très, très belles. Je pense à la compo Le cœur d'une maman qui a été le premier extrait lancé de ce 5e album, puis qui a déjà frappé dans le mille avec un pôle position dans plusieurs stations radio là, pour le décompte franco-country. Puis j'imagine que, bon, ça peut se faire tout seul, un album, mais en même temps, est-ce que toi, tu t'es entouré un petit peu de gens? J'imagine déjà peut-être certains musiciens pour travailler avec toi, mais comment tu travailles, toi, habituellement? Ben, en fait, je travaille toujours avec les mêmes musiciens, toujours la même gang, si je peux me permettre le terme anglais. Mais en fait,
je travaille toute seule. Moi, j'ai personne derrière moi, pas d'agent, pas de gérant, rien du tout. Donc, je fais toutes mes choses moi-même, la production, la réalisation, les photos, ainsi de suite. Et ben écoute, c'est ça, je me produis toute seule, dans le fond. Ouais, donc est-ce que tu considères comme, dans le fond, tu travailles aussi pour le plaisir de faire de la musique, mais est-ce que tu te donnes un peu un défi de sortir un album de temps en temps, ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses aller puis ça vient comme ça vient? Ben écoute, c'était plus dans mes pensées de sortir des albums au fur et à mesure, malgré que le fait de travailler, le dernier que j'avais fait, j'ai quand même sorti 3 extraits avant de faire l'album. Et je trouvais que c'était un principe qui allait bien parce que ça met pas de pression. On sort un extrait, ça va bien, on le monte au top palmarès. Le deuxième extrait sort, c'est encore la même chose. Donc, tu sais, ça va super bien de ce côté-là aussi. Puis, je pense qu'à cette heure, pour moi-même, maintenant, après le 5e album, je me dis que j'ai un accomplissement personnel de fait. Tu sais, il me semble que c'est un chiffre c'est un bon chiffre 5, c'est un chiffre rond, je sais pas, je me dis ça. Puis, là, présentement, j'ai rien qui tourne dans ma tête. J'ai une petite page blanche, mais je me fie toujours à la nuit qui porte conseil au matin quand je me réveille. La nuit, c'est souvent là que je me réveille pour avoir des textes en tête quand peut-être que j'ai pensé à quelque chose dans la journée puis ça me débloque vers quelque chose. Donc, la nuit, je suis porté à me lever puis à écrire des bouts de chansons. Puis maintenant qu'on est porté à pouvoir sortir plus, dans le sens où j'imagine que tu montes déjà sur scène, comme l'autre soir à Grande-Rivière pour présenter ton album. Est-ce que tu vas être amené, j'imagine, à tourner un petit peu avec cette musique-là? Ben en fait, dans les 2 prochaines semaines, soit le 20 août, je serai dans un gros festival à Rivière-du-Loup, encore là pour faire mes chansons, présenter mes albums. Puis, je te dirais que ma musique tourne beaucoup sur les radios, puis j'en suis vraiment fier à travers le Québec, à travers le Canada, puis même à l'extérieur, en France, dans plusieurs stations. OK. Est-ce que, toi, tu as produit l'album, est-ce que toi, tu aimes ça, tu vas te produire sur scène en mode plus live? Ah oui, c'est certain que se produire sur scène, c'est un autre avenue. Avec des musiciens, c'est toujours le fun de faire ça. La magie est là. Le live, c'est quelque chose qui est spécial puis que j'adore faire. Bon, alors, là, j'allais utiliser le terme « l'avenir t'appartient », mais dans le fond, toi, maintenant que tu as sorti l'album, on va dire, c'est quoi là, prochainement? Les gens peuvent te voir bientôt. Tu parlais d'un festival à Rivière-du-Loup, mais est-ce qu'au niveau local, les gens peuvent te rencontrer peut-être à certains moments sur scène, quelque part? Présentement, j'ai rien de booké présentement, mais vraiment des pourparlers. Ce que je vise, c'est salle de spectacle, vraiment. J'aimerais vraiment faire quelque chose où j'irais raconter l'histoire de mes 5 albums, parce que moi, dans mes chansons, chaque chanson a sa vérité, a sa vie, parle de quelque chose qui existe ou qui a existé. Puis c'est ça, donc c'est vraiment ce que je vise. J'ai des pourparlers présentement avec des gens dans les salles locales ici. Et j'attends juste les confirmations pour annoncer peut-être ça pour l'hiver. Oui, puis j'ai vu 2023, en fait. D'accord. Ben, j'ai vu là tantôt aussi que sur ton site Internet, les gens ont accès, dans le fond, à écouter les chansons. Déjà. Oui, ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a le fun de ça. Un site comme ça, les extraits sont tous là. On peut entendre des bonnes parties de chansons. Et les personnes qui me connaissent pas, ben vont avoir un bon aperçu de qu'est-ce que je fais, de quoi ça parle. Et voilà, le site web est vraiment génial pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton temps. Puis on te souhaite bonne vie, en tout cas, à cet album-là, puis à tes précédents déjà qui roulent aussi de temps en temps, qu'on entend à la radio. Hey, mais merci infiniment, Marc. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis
votre générosité à vous de nous prendre en entrevue puis nous distribuer comme ça. C'est vraiment génial aussi. Merci. Ça fait plaisir. Mets tout ton cœur dans le train de ton bonheur. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Aujourd'hui, nous recevons Micheline Langto, invitée d'honneur du 14e festival Les Perséides, qui nous parle de son expérience au sein du festival et de son film La vraie nature de Bernadette, qui sera présenté samedi 20 août à 10h. Alors bonjour Micheline Langto, comment allez-vous? Bien, merci. Alors j'aimerais peut-être vous demander, pouvez-vous nous faire peut-être un reflet de où vous êtes et comment vous vous sentez présentement? Oui, je suis arrivé à Percy avant-hier, oui, je crois, pour les Perséides. Et là, je suis présentement dans la petite pièce qui est à côté du cinéma. De la nouvelle salle de cinéma qui a été inaugurée le 16 juillet dernier. D'accord. Puis alors, comment vous vivez en ce moment Percé, là? Comment vous vous sentez à Percé? Moi, j'étais pas venu. J'ai passé 2 étés ici en 1967. Alors, je n'étais pas venu depuis ce temps-là. Alors, j'essaie de retrouver mes repères. Ça a tellement changé que ce matin, j'ai conduit jusqu'à Coin-du-Banc parce que je me rappelais que c'était magnifique. Mais il y avait une brume à couper au couteau. Alors, je n'ai pas vu grand-chose. Mais oui, ça reste une destination, comment dire, miracle, Percé. C'est comme un petit miracle sur la côte atlantique. Oui, vous arrivez à vous ressourcer malgré le titre qu'on vous donne comme présidente du jury. Oui, on est venu voir des films. Hein. C'est une grosse compétition. Il y a quand même 15 longs métrages et puis c'est une excellente programmation. Moi, j'ai très hâte. Il y a certains films que j'ai vus en ligne, mais la majorité des films, je vais les voir ici. Donc, j'ai très, très hâte de visionner tous ces films-là qui viennent. Certains viennent précédés d'un prix ou d'une bonne réputation, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas. Donc, il y a du documentaire, il y a de la fiction québécoise, de la fiction internationale. Donc, c'est vraiment une belle programmation. Puis pourquoi avoir accepté ce titre-là de porter le chapeau d'invité d'honneur, mais aussi de présidente du jury? C'est une fleur à la vraie nature de Bernadette qui va être présentée samedi matin à 10h pour son 50e anniversaire. Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai le titre d'officier d'honneur, d'invité d'honneur. Présidente du jury, c'est un bien grand mot. Je préside pas grand-chose, on est 2. Alors, ça va être plutôt le plaisir de voir les films et puis d'en discuter après. C'est vraiment ça qui est le bonheur d'un jury de festival. Comme vous venez de le dire, samedi 20 août, bien qu'il s'en vient à 10h, le film va être présenté, La vraie nature de Bernadette. Ouais. J'imagine que là, 50 ans plus tard, vous avez du recul. Comment vous voyez ce film actuel aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? C'est un film qui n'a pas pris une ride et ça m'étonne à chaque fois parce que je l'ai vu à différentes étapes. Et ce film-là ne vieillit pas. Moi, je vieillis beaucoup, mais le film ne vieillit pas. C'est sa facture, c'est son propos. Son propos est resté d'actualité. Il n'y a pas que le retour à la terre et les bonnes grâces de Bernadette. Il y a aussi tout un discours sur l'agriculture, sur les problèmes du milieu agricole, qui est encore très actuel. La facture du film qui est un peu fantaisiste, qui est très, très iconoclaste et qui est un peu une fable. Ça vieillit pas non plus. Ça fait que le film n'est pas daté dans une époque. Moi, je porte pas de vêtements de 1970. Je sais comme personnage. Et c'est un film qui est resté d'une étonnante actualité. Et merci, Gilles Carle. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine et puis je sais que vous allez aussi présider une classe de maîtres. En tout cas, vous allez être présente pour une classe de maîtres après le film, c'est ça?
Oui, ça aussi, c'est un bien grand mot. Ça va être plus un échange avec les gens parce que j'imagine que ceux qui vont venir sont curieux de la profession. Alors, comme j'ai un peu touché à tout dans le métier, je vais être là pour répondre aux questions. J'ai pas la prétention d'abord, c'est beaucoup trop complexe pour faire l'objet d'une croisière. J'espère que la mer sera pas trop forte. Parce qu'on a des mers assez fortes là, avec la pluie. Mais donc, ça va être plutôt un échange, une discussion. Je suis sûr que les gens sont curieux de connaître un tas de choses sur le cinéma. Merci beaucoup pour votre temps, Micheline Langto, et puis on vous souhaite une bonne semaine et un bon festival des Perséides. Merci à vous, puis j'invite les gens à venir en grand nombre. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien. Heureux de reprendre nos chroniques. Oui, après un été, en tout cas chaud, de votre côté aussi, j'imagine. Oui, chaud au niveau température, chaud au niveau activité aussi. On était bien rempli, peu de vacances, ça va aller un peu plus tard à l'automne. Mais un bel été. Écoute, là, on se parle cette fois-ci. On va se parler peut-être aussi un peu plus souvent, mais on en reparlera à la fin de l'émission parce qu'il y a les élections qui s'en viennent. Mais là, a eu lieu il n'y a pas très longtemps, de votre côté, en tout cas, vous avez décidé de fêter les 100 ans de la naissance de René Lévesque à votre façon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'événement qui a eu lieu et où ça s'est passé? Absolument. Le 24 août, le jour du 100e anniversaire de naissance de M. Lévesque, nous avons eu un bel événement à New Carlisle, en face de l'espace René Lévesque. Il y a eu plusieurs invités qui sont venus prendre la parole pour rendre hommage à M. Lévesque, pour nous parler de sa vie. C'est important de préciser que le 100e anniversaire de René Lévesque, c'est pour commémorer plusieurs aspects de la vie du personnage. On parle d'abord il y avait des personnes sur place pour nous parler davantage de son enfance. Je pense à Jean-Marie Fabu, un historien gaspésien bien connu, qui nous a parlé davantage de son enfance et de son adolescence jusqu'à ses études. C'était très intéressant. Il y a eu Marcel Landry. Marcel est un ex-député et ministre du Parti québécois dans Bonaventure, qui nous a parlé un peu, je dirais, de l'ensemble de René Lévesque, beaucoup la vision de la partie politique, mais aussi une partie de son enfance également, puis aussi comme communicateur. Donc, ça a été nos deux conférenciers. Il y a eu également des allocutions du premier ministre du Québec, M. Legault, à distance, bien sûr, par le web. Également la ministre des Affaires culturelles, Mme Nathalie Roy, qui est native de New Carlisle. Les gens ne savent pas tous, elle a passé une partie de son enfance à New Carlisle. Puis on a eu également droit à une allocution du président des fêtes du 100e anniversaire de René Lévesque, soit M. Lucien Bouchard. Donc ça, ces trois conférenciers-là, ces trois intervenants invités spéciaux étaient par le web, compte tenu qu'il y avait également des activités à Montréal. Donc, ces gens-là étaient retenus pour la plupart pour le lancement d'activités majeures à Montréal. Mais on a quand même eu l'occasion d'avoir un mot sur mesure pour souligner ici les événements en Gaspésie. Et il y a eu également, ça c'est le 24, donc la journée de l'anniversaire de naissance de M. Lévesque. Et le 27, on a eu un deuxième événement où François Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, était de passage en Gaspésie. Il a fait le tour de la Gaspésie. J'ai eu l'occasion le plaisir de le recevoir ici à Gaspé. On a fait une belle rencontre avec des gens qui étaient très, très heureux de rencontrer François Gendron. Et ensuite, on s'est dirigé vers New Carlisle le samedi, le 27, pour participer à un second événement. François Gendron a pu prendre la parole pour parler, lui, de son expérience, de ses, je dirais, du passage où il a connu René Lévesque, mais aussi nous parler, bien sûr, un peu de la politique québécoise comme doyen de l'Assemblée nationale, 42 ans continu comme député pour le comté d'Abitibi-Ouest, c'est quand même pas rien. C'est un gars de région. On voit qu'il connaît bien la réalité des régions, puis qu'il a toujours été imprégné de la volonté d'aider les régions dans ses interventions au cours de sa carrière politique.
Il y avait également Dave Turcotte, un ex-député du Parti québécois que j'ai eu l'occasion de siéger avec, un ex-collègue, qui lui est vraiment là, je dirais, un passionné de l'histoire québécoise, au sens large, de toutes les formations politiques, de toute allégeance, puis il nous a amené une présentation, il nous a fait une présentation de plusieurs artefacts, des objets là, vraiment spéciaux qui relatent l'histoire du Québec. Bien sûr, on avait mis une touche spéciale sur le volet de René Lévesque, compte tenu du 100e, mais on débordait. Il y avait beaucoup d'éléments qui représentaient l'ensemble de la sphère politique québécoise depuis les 50, 60 dernières années. Il y avait également avec lui un jeune historien natif de Gaspé, Pierre B. Berthelot, qui a écrit, entre autres, le livre qui est un grand succès, un best-seller l'an passé au Québec. Le livre, et si Duplessis existait toujours. Donc, un jeune historien de la région de Gaspé qui, par hasard ou fait cocasse, c'est l'arrière-petit-fils du docteur Pouliot, qui a été député et ministre pour l'Union nationale pendant de nombreuses décennies, pas tout près de 30 ans. Donc, son arrière-grand-père. Et il y a eu également Marcel Lalé, un professeur de sciences politiques et communication à l'Université Laval, qui aussi nous a parlé des particularités de la politique québécoise, puis nous a fait un portrait de la période de René Lévesque. Donc, 2 journées bien remplies en Gaspésie, puis on trouvait ça important, malgré les grandes fêtes nationales, les grandes festivités à Montréal et à Québec pour souligner le 100e de René Lévesque. On considérait au niveau de l'espace René Lévesque, le musée de New-Carlisle, que c'était incontournable également de souligner l'événement chez lui, dans son village natal, à New-Carlisle, dans sa Gaspésie. Donc, ça a été 2 belles réussites, je pense. Puis, il y a des extraits de ces présentations-là qui sont disponibles sur le site Facebook de l'espace René Lévesque. Les gens vont pouvoir les consulter au besoin. Est-ce que tu pourrais nous aider un peu à clarifier un peu, parce qu'on entend des fois parler de la maison René Lévesque, l'espace René Lévesque, même le musée de temps en temps. C'est quoi les différences, s'il y en a déjà, puis qui fait quoi là-dedans? Très bonne intervention, très pertinente. Effectivement, les gens souvent vont confondre l'ensemble des différentes organisations qui touchent la mémoire de René Lévesque. Bon, je vais commencer par la première, celle qui me tient le plus à cœur. L'espace René Lévesque à New-Carlisle. On a un conseil d'administration composé d'une dizaine d'administrateurs et administratrices de l'ensemble du Québec, avec bien sûr quelques Gaspésiens et Gaspésiennes. Moi, je suis le président du conseil d'administration depuis un peu plus de 2 ans. L'espace René Lévesque, c'est le musée de New-Carlisle, dans le fond. C'est le bâtiment qui a été construit en 2018 et qui relate l'ensemble de la vie de René Lévesque, autant son enfance, sa carrière comme journaliste que comme politicien. Donc, c'est un jardin-musée. C'est un concept spécial. On a un bâtiment avec quelques activités à l'intérieur, un peu de photographie de René Lévesque, mais la majeure partie de l'exposition se situe à l'extérieur dans un magnifique musée plein de plantes, d'arbustes avec la vue sur la baie des Chaleurs. Et ce sont des panneaux d'interprétation. On parle d'au-delà d'une quarantaine de panneaux d'interprétation qui expliquent son enfance, sa carrière comme journaliste et sa carrière comme politicien. Donc, ça, c'est le musée de New-Carlisle qui s'appelle Espace René Lévesque. Ensuite, on a une autre organisation au niveau québécois qui s'appelle la Fondation René Lévesque. C'est une autre organisation dont le siège social est à Montréal, qui est constituée de différentes personnes qui aussi veulent rendre hommage à René Lévesque sous différentes formes. Mais là, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'espace spécifique. C'est plus une organisation qui va tenir des événements ponctuels et qui vient de recevoir quand même là, une somme de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec pour l'année Lévesque. Et cet argent-là, c'est pas 10 millions qui va être investi concrètement demain matin, c'est plutôt un fonds de dotation. Donc, l'argent va être placé dans un fonds et seuls les intérêts générés par le fonds de 10 millions vont pouvoir être investis dans des activités, notamment un concours pour reconnaître, favoriser le développement de toute la filière des communications politiques au niveau des étudiants qui étudient en journalisme,
Donc, ça va demeurer à préciser, mais la Fondation René Lévesque, elle, donc, c'est plus des activités ponctuelles qui sont tenues et c'est sûr qu'il va y avoir des développements parce qu'avec l'arrivée d'un fonds monétaire de cette ampleur-là, ça ouvre beaucoup de possibilités à la Fondation René Lévesque. D'ailleurs, pour s'assurer qu'on travaille en collaboration, en complémentarité, puis qu'on ne se dédouble pas, le président de la Fondation René Lévesque, M. François Ferland, le président du CA de la Fondation Montréal, siège d'office sur notre conseil d'administration ici à Nicolas. Ça, c'est nouveau. Ça fait peut-être 1 an et demi. Et moi également, à partir du mois de juin dernier, j'ai été invité à siéger sur le conseil d'administration de la Fondation René Lévesque à Montréal comme président du CA de l'espace à Nicolas. Comme ça va favoriser la communication, les échanges et favoriser des interventions davantage basées sur la complémentarité et non pas sur la compétition parce que, bien sûr, on vise tous les deux organisations le même objectif, c'est-à-dire c'est de perpétuer la mémoire de ce grand personnage public qu'est René Lévesque. Troisième élément, la maison René Lévesque. Ça, c'est la maison d'enfance de René Lévesque qui est toujours située à New Carlisle, sur la rue René Lévesque, juste à côté de l'hôtel de ville de New Carlisle. Ben, ça, c'est un bâtiment qui était propriété de plusieurs personnes privées au cours des dernières décennies. C'est un bâtiment qui, je crois, pas loin de 100 ans. Et c'est un bâtiment qui a été négligé beaucoup au fil du temps pour différentes raisons qui appartenaient aux ex-propriétaires. Donc, le bâtiment n'est plus habitable. Les gens peuvent aller le visiter. Là, je les invite sur la rue René Lévesque à New Carlisle, en direction sud vers la baie des Chaleurs, juste au coin de l'hôtel de ville. C'est facilement accessible. Et ce bâtiment-là, il y a une plaque commémorative du gouvernement du Québec qui a été installée devant il y a quelques années parce que c'est un bâtiment qui a été reconnu bien lieu patrimonial. Donc, un bien patrimonial. Donc, il y a une obligation de le préserver. Mais l'obligation de préserver n'a pas été, disons, très bien respectée au fil du temps, ce qui fait que le bâtiment est dans un état de délabrement total. Puis, le gouvernement du Québec, voyant que le bâtiment n'était pas préservé, l'a acquis par expropriation en octobre 2021. Donc, le bâtiment est devenu propriété du gouvernement du Québec suite à son expropriation, son acquisition. Et là, la ministre de la Culture, Mme Roy, a fait une annonce l'an dernier au nom du gouvernement du Québec pour dire qu'il y avait un budget de 800 000 $ qui avait été réservé pour restaurer la maison, la remettre en état et la mettre en valeur pour la rendre accessible au public. Donc, c'est un projet qui va se dérouler peut-être d'ici les 5, 6, 7 prochaines années. Un projet comme ça prend généralement plusieurs années. Là, on est en train de faire l'inventaire, ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de pas bon, qu'est-ce qu'il y a à remplacer. Puis on parle beaucoup de maintenir autant que possible les matériaux d'origine. Donc, c'est beaucoup de travail, ça coûte très cher. Donc, un projet qui va se dérouler sur quelques années. Puis le bâtiment est situé à peu près à 300 mètres de l'espace René Lévesque, de notre musée Jardin. Donc, c'est sûr que nous, comme conseil d'administration, on a signifié notre intention au gouvernement du Québec d'être un partenaire dans ce projet-là, parce que ça peut devenir facilement un produit complémentaire au jardin, au musée de René Lévesque à New Carlisle. Donc, il reste à définir la vocation exacte de cette maison-là, mais comme je te le disais tantôt, on parle de quelques années de travail. Donc, on a du temps devant nous, mais on espère que le gouvernement du Québec va tenir compte qu'il y a des gens depuis une dizaine d'années qui ont travaillé très fort, des bénévoles, pour construire, aménager l'espace René Lévesque, le musée de New Carlisle. Et je pense qu'il faut que ça soit pris absolument en considération et qu'on soit également en partenariat, en complémentarité avec le gouvernement du Québec pour mettre en valeur la future maison. Ça peut être un produit extrêmement intéressant parce que peut-être que 2 personnes sur 3, là, en moyenne, qui viennent à l'espace René Lévesque, à notre musée, nous demandent où est la maison de René Lévesque, on veut aller la voir. Donc, je crois qu'il y a des affinités naturelles entre les 2 sites. Oui, une extension logique de votre projet, dans le fond. Exactement. Là, j'ai une question peut-être un petit peu plus personnelle. De quelle façon est-ce que René Lévesque aurait impacté ta vie si ce n'est au niveau de motivation ou de certaines choses? Comment est-ce que toi, c'est ça, comment est-ce que ce personnage-là aurait pu impacter ta vie si ça a été le cas un jour ou pas? Oui, écoute, d'abord, je tiens à préciser que malheureusement, je n'ai jamais eu le privilège de rencontrer en personne René Lévesque.
Mais c'est quelqu'un, oui, qui a impacté ma vie, qui m'a influencé dans mon cheminement, je dirais, autant dans le développement régional, hein, en Gaspésie, que dans mon passage en politique. Moi, ce que je retiens de René Lévesque, c'est vraiment son humanisme. C'est quelqu'un qui était extrêmement brillant. On l'a vu autant dans sa carrière comme journaliste que comme politicien. Je me souviens de l'émission Point de mire, j'étais tout jeune, j'écoutais ça à la maison, puis c'est vraiment une émission qui me fascinait. Ça se distinguait de ce qui se faisait à l'époque en termes d'information politique, économique, internationale. Donc, un grand communicateur. Puis, par après, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a un cheminement, pour moi, qui est très particulier, d'avoir eu l'audace d'amener, avec d'autres, à l'époque, d'autres personnes, l'idée, l'option de la souveraineté du Québec, alors qu'il était très bien assis dans un beau fauteuil, bien confortable, comme ministre, dans une autre formation politique qui était le Parti libéral. Il a participé à l'électrification, à la nationalisation de l'électrification au Québec. On sait que les compagnies électriques étaient privées et c'est lui qui a pratiquement lancé le projet de nationalisation, de création d'Hydro-Québec. Et donc, c'était quelqu'un d'audacieux, de visionnaire, qui aurait dû continuer sa carrière très confortablement, mais qui a préféré suivre une autre route qui était celle que sa conscience lui guidait, c'est-à-dire la souveraineté du Québec. Il fallait être audacieux. C'est quand même un Gaspésien aussi. Il y a peut-être un petit peu à quelque part, je dirais, de non-objectivité dans mes propos parce que c'est un Gaspésien. On est fiers du cheminement qu'il a fait. Pour moi, ça a toujours été un modèle au plan politique. Je suis un souverainiste, c'est clair. Donc, c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans mon cheminement, dans ma réflexion politique par rapport à l'avenir du Québec. Mais aussi l'aspect humain de la personne. Ça, c'est un élément qui a ressorti énormément dans les présentations du 24 et du 27 août dernier. Puis ça a ressorti dans beaucoup de livres que j'ai lus, dans d'autres témoignages également. C'est la forte personnalité de René Lévesque, avant tout comme humain. C'est quelqu'un qui était accessible, qui respectait énormément le public, la population. Très exigeant, très rigoureux avec ses collaborateurs, avec son équipe politique. Comme premier ministre, il était extrêmement exigeant pour ses ministres, comme dit. Mais dans la population, c'est quelqu'un qui était extrêmement généreux de son temps, qui écoutait les gens, qui a su toujours rester en connexion avec la population. Puis pour moi, ça, c'est une grande qualité, autant pour un politicien que quelqu'un qui intervient sur la scène publique, de toujours rester accroché à la réalité de monsieur, madame, tout le monde. Puis pour lui, c'était vraiment très, très important. Je pense qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Puis quelqu'un qui le résume bien, cette situation-là, cet état de fait-là, c'est Martine Tremblay. Martine Tremblay, c'est quelqu'un d'ailleurs qui siège sur la Fondation René Lévesque, qui a écrit quelques ouvrages sur René Lévesque, dont un ouvrage qui s'appelle « Derrière les portes closes du pouvoir ». Martine Tremblay était la dernière chef de cabinet de René Lévesque. Puis, il y a une des citations dans un livre qu'elle a écrit, elle dit « Les gens se souviennent, oui, des grandes réalisations de René Lévesque, mais les gens se souviennent surtout de René Lévesque pour sa personne, pour la personne qu'il était avant le politicien ou le journaliste. » Donc, je pense que c'est une grande vérité. Oui, ça décrit, ça fait un beau reflet de la personne. En tout cas, je te remercie beaucoup, Gaëtan, pour ton temps de partager un peu ce moment-là. Et puis, nous, on va se reparler quand même peut-être un petit peu plus souvent là, dans les prochaines semaines pour parler un petit peu des un peu plus régulier, l'été passé. Donc, ça serait, en tout cas, ça serait intéressant. Donc, au plaisir de se reparler sur d'autres sujets d'actualité. Merci. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Ce mois d'août, dans l'actualité régionale. La région de l'Est du Québec a remporté un total de 12 médailles lors de la 55e finale provinciale qui se tenait dans les derniers jours à Laval. L'événement aura permis aux 152 athlètes de la grande région, dont 26 provenant de la Gaspésie-les-Îles, de rivaliser contre les 19 autres délégations de la province. L'agente aux communications Anity Vierge souligne que la région de l'Est du Québec recevra la finale des Jeux du Québec à 2 reprises l'an prochain.
Selon Radio Gaspésie, le projet local de test d'engins de pêche sécuritaires pour les baleines noires de l'Atlantique Nord dresse un bilan préliminaire satisfaisant. Le coordonnateur de l'initiative pour la Inshore Fishermen Association, Gilles Thériault, explique que 9 homardiers provenant de différents ports madelinots ont essayé du matériel avec faible résistance, c'est-à-dire qu'ils seront sous une tension de plus de 1700 livres. Chaque pêcheur a testé au moins 2 des 3 prototypes proposés lors d'une majeure partie de la saison. Il estime que la phase test s'est globalement bien déroulée. Rappelons qu'Ottawa compte exiger des homardiers et crabiers du Québec et de l'Atlantique qu'ils se munissent d'engins de pêche sécuritaires pour les grands mammifères marins dès 2023. Les propriétaires de maisons pourront dorénavant soumettre une demande dans le cadre du programme Réno-Région pour des résidences dont la valeur ne dépasse pas 150 000 $, peut-on lire dans l'avantage gaspésien. Auparavant, la limite admissible était de 120 000 $ par résidence. Puisque la valeur des maisons en général a connu des augmentations au cours des dernières années, le comité d'analyse de la MRC de la Matanie a suivi la tendance en haussant le seuil d'admissibilité. Les travaux effectués d'une valeur minimale de 3 500 $ pourraient être remboursés à la hauteur de 95% ou jusqu'à un maximum de 25 000 $, dépendant du revenu des demandeurs. Il est donc possible de déposer une demande dès maintenant. Celles-ci seront traitées selon l'ordre de réception. Radio Gaspésie dévoile que les MRC participent au montage financier pour l'amélioration des sentiers de VTT et de motoneige en Gaspésie. En juillet, le gouvernement avait annoncé un investissement de plus de 7 millions pour les sentiers de la Gaspésie. À cela s'ajoute maintenant une contribution de plus de 1 million des clubs de VTT et de motoneige. Le président de la table des préfets, Mathieu Lapointe, explique que la table des préfets ajoute 1 million et chacune des MRC contribuera à la hauteur de 20 000 $. En tout, c'est presque 10 millions qui seront investis. Toujours selon Radio Gaspésie, le CALAC se dit préoccupé des allégations d'intoxication au GHB en Gaspésie. La directrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la région, Annick Bouchard-Beaulieu, se dit inquiète de cette situation. Depuis le début de l'été, certaines allégations d'agression et d'intoxication à cette substance ont été rapportées dans l'Est du Québec lors d'événements festifs. Elle mentionne que l'usage du GHB semble populaire chez les agresseurs, car cette drogue disparaît complètement du système corporel en 8 heures. Une femme qui croit avoir été intoxiquée à son insu devrait se rendre le plus rapidement possible dans un hôpital pour effectuer des tests. Annick Bouchard-Beaulieu conseille aux femmes qui participent à des événements festifs où l'alcool coule à flot à demeurer en groupe et de ne pas laisser une personne vulnérable seule en compagnie d'étrangers. L'Avantage gaspésien nous indique que l'Association libérale fédérale Gaspésie les îles de la Madeleine s'oppose formellement à la proposition de révision de la carte électorale soumise récemment par la Commission sur les délimitations des circonscriptions fédérales pour le Québec qui proposait de supprimer le comté Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia pour le partager de part et d'autre à l'est et à l'ouest. Une résolution a été adoptée à l'unanimité par l'association lors d'une séance extraordinaire tenue le 10 août dernier qui note que la circonscription actuelle serait augmentée en superficie de 50%. L'actuelle députée Diane Leboutillier s'est dite estomaquée par la proposition de redécoupage électoral et dit elle aussi vouloir le statu quo. Une audience se tiendra à l'hôtel Baker de Gaspé le mardi 6 septembre et à Matane le mercredi 7 septembre à l'hôtel Motel La Vigie pour que la population se fasse entendre. L'achalandage au Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé est comparable à l'édition d'avant la pandémie de Covid-19, soit près de 17 000 festivaliers, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Son directeur Steve Pontbriand mentionne que les spectateurs étaient au rendez-vous. En plus de la venue d'artistes internationaux, une volonté est aussi incluse dans le plan stratégique de l'organisme qui vise à mettre en valeur les performances des artistes de la région. La prochaine édition du festival se tiendra du 10 au 13 août 2023. La baignade au parc municipal de la rivière Émeraude à Percé est interdite jusqu'à nouvel ordre, nous informe Radio Gaspésie. La ville de Percé indique que des analyses de la qualité de l'eau ont révélé dans les derniers jours un niveau de contamination aux coliformes totaux et E. coli supérieur à la limite reconnue pour la baignade. Des analyses sont actuellement en cours afin de déterminer la source exacte de contamination. Pour des raisons de santé, il est important de ne pas boire l'eau de la rivière et de ne pas s'y baigner. Selon l'Avantage gaspésien, la ville de Matane a obtenu une subvention de 10 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour décontaminer et restaurer le site de l'ancienne papeterie Rockten, située dans le parc industriel. En juillet dernier, la ville de Matane a obtenu la confirmation que le projet était accepté et que les travaux de réhabilitation de l'usine seraient financés par Québec.
La directrice générale de la SADC de la région de Matane, Annie Fournier, confirme que des promoteurs ont déjà levé la main pour s'installer sur l'ancien site. Quant au type de décontamination qu'il faudra faire sur le site, la ville explique que les prochains mois seront déterminants pour cibler exactement les travaux à effectuer. Ils estiment que le site sera pleinement fonctionnel d'ici 2027. Le 9e Vélotour de la Gaspésie a connu un succès sans précédent avec une récolte record de 142 000 $ au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec, nous indique Radio Gaspésie. Un autre record a également été enregistré, soit la participation de 70 cyclistes solidaires à la cause qui ont pu parcourir les 915 km autour de la Gaspésie pendant 6 jours. Toujours selon Radio Gaspésie, le taux de chômage est resté stable en Gaspésie et aux îles durant le mois de juillet, atteignant un peu plus de 10,5% de la population active selon les données de l'Institut de la statistique du Québec. Ce taux correspond à peu de choses près à la moyenne régionale calculée depuis janvier et représente un écart significatif avec la moyenne québécoise qui est d'environ 4% de la population active. Ces données rendent compte des conditions du marché du travail pendant la semaine du 10 au 16 juillet. Notons qu'à pareille date l'an dernier, le taux de chômage pour la région se situait à presque 12%. Radio Gaspésie nous informe que Ottawa investit 4,5 millions de dollars dans les entreprises du secteur des pêches au Québec. De cette somme, 2,8 millions de dollars sont attribués pour des projets menés en Gaspésie ou aux îles. La part du lion est consacrée à l'industrie de la crevette, note la ministre gaspésienne Diane Leboutillier. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 30%. Le gouvernement fédéral appuie 23 projets qui viendront bonifier l'offre touristique en Gaspésie. Les projets annoncés totalisent près de 4 millions de dollars et ils s'adressent majoritairement à des projets touristiques mais aussi communautaires. La ministre du Revenu national Diane Leboutillier affirme que ces annonces sont importantes pour que la Gaspésie demeure à l'avant-garde de l'industrie touristique alors qu'il est à nouveau possible de voyager partout dans le monde. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. On termine ce reflet estival avec les 2 microfilms que Jean-Denis Laperrière et Alain Covy ont réalisés cet été, dans le cadre du cours en scénarisation documentaire, donné par l'École de cinéma d'été des Perséides. L'École de permaculture de Val-d'Espoir, en fait, c'est une première école de permaculture qui va avoir pignon sur rue au Québec. C'est la volonté de créer des communautés plus résilientes en enseignant des conceptions de l'horticulture et de l'agriculture qui tendent à imiter vraiment les éléments qu'on retrouve, les arrangements naturellement qu'on retrouve là, dans les écosystèmes au naturel. Donc, c'est vraiment de minutieusement observer les écosystèmes qui nous entourent puis tenter de les reproduire parce qu'on voit bien que la nature s'organise très bien pour se reproduire, pour survivre et trouve des arrangements extrêmement efficaces dans son organisation, dans ses modes de communication. C'est parti dans les années 70 en Australie. C'est un biologiste, Bill Mollison, qui en observant la nature a vraiment tenté d'introduire beaucoup plus d'éléments vivaces dans nos arrangements horticoles autour de ça. Il y a 3 grandes éthiques qui soutiennent la permaculture. C'est le respect de la nature, le respect des êtres humains et le partage équitable des ressources. Je pense qu'il y a un besoin pour nos communautés d'être plus résilientes, d'être plus conscientes aussi de comment on organise l'environnement, comment on aménage notre ruralité. Val-d'Espoir, c'est particulier à bien des égards. D'abord, il y a une longue tradition agricole, horticole à Val-d'Espoir. Ça n'a jamais débouché sur une agriculture de type industriel. Donc, il y a quand même des terrains, des écosystèmes qui sont quand même, bien qu'il y ait été beaucoup de défrichage, beaucoup bûchés, qui sont extrêmement laissés naturels. Bien, le projet, à l'origine, c'est un projet de la ville de Percé. Donc, oui, la municipalité est extrêmement aidante dans ce projet-là. Elle participe là, en première ligne. Et puis là, maintenant, c'est la Société de développement économique qui s'occupe de mettre sur pied l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir avec les gens de la communauté permacole du Québec, puis les gens de la communauté de Val-d'Espoir et des environs qui sont intéressés. On va offrir un premier certificat de design en permaculture au mois de septembre. C'est un certificat de 2 semaines, du 11 au 24 septembre.
Et puis, il y avait 20 inscriptions possibles et il y en a 19 qui ont été jusqu'à maintenant prises. Donc, il reste une place. La philosophie qui sous-tend la permaculture, c'est vraiment une philosophie de développement des communautés et de l'être humain et en respect de la nature et de la planète. Okay. Alors, je pense que c'est fait pour tout le monde. Ça peut intéresser tout le monde, puis c'est vraiment à propos. Le musée Le Chaffault présente depuis plusieurs années, il faut dire que le musée a été créé en 1983. Il a été créé en fait pour mettre en valeur la vocation artistique de Percé. Parce qu'un site d'une telle beauté n'a pas pu ne pas donner naissance à une création artistique exceptionnelle. Cependant, Percé n'avait pas d'endroit défini et n'en a toujours pas. Le musée Le Chaffault est une institution enfin, provisoire dans la mesure où on ne répond pas aux normes de toute la muséologie pour pouvoir accueillir toutes les expositions que l'on souhaiterait organiser et qui, d'autre part, nous sont offertes aussi par des collectionneurs. Alors, en près de 40 ans, il y a eu donc des expositions sur différents sujets, différents thèmes et différents artistes de différentes régions, non seulement du Québec, du Canada, mais également tant des États-Unis que de France et d'Italie, qui ont pour la plupart été inspirés par Percé. Mais on tenait aussi à faire connaître aux gens d'ici, aux Gaspésiens et aux visiteurs également, d'autres artistes qui, sans être venus par Percé, avec une œuvre exceptionnelle. Et l'intérêt, je crois, des visiteurs a témoigné de cette qualité, enfin, offerte par ce modeste musée qui ne bénéficie d'aucune aide financière substantielle pour continuer à opérer. À propos de l'avenir, en fait, du futur du musée, il est primordial que Percé se dote de façon urgente d'un véritable musée qui corresponde aux normes de la muséologie contemporaine. Un musée qui serait ouvert à l'année, parce qu'il y a des visiteurs, moins nombreux certes, mais qui viennent tout l'hiver à Percé. Vous voyez, là, il va y avoir ce bâtiment, cette ancienne villa James, à laquelle je vois une vocation effectivement de musée. Et là, on en fait un espace bleu. Ça nous est parachuté, alors que la volonté de la corporation, comme des gens de Percé, on n'en tient absolument pas compte. Alors, c'est vraiment un combat très difficile, mais qui est pour Percé, pour la cause, en fait, la plus importante, l'importance, la primauté de la vocation artistique de Percé. Merci d'avoir été à l'écoute de vos nouvelles locales et régionales. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions, qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes par courriel ou directement sur Messenger. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous par téléphone au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous écoutez un reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un reflet d'ici par mois. Rendez-vous le mois prochain pour votre prochaine émission des nouvelles.